Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du jeudi 3 février. Voici les titres de ce journal. Les responsables de RDF satisfaits de la phase d'expérimentation du compteur Linky, une phase qui s'achèvera fin mars et pourtant certains usagers dénoncent toujours des dysfonctionnements. C'est une renaissance pour le centre de formation des pompiers du SDIS 41, 6 mois après pour une mauvaise gestion du site. Ce centre est destiné à la formation de quelques 2000 pompiers par an. Et puis reprise du championnat pour les handballeurs du Saint-Cyr-Touraine, c'est ce vendredi soir face à Ivry. Des compteurs Linky fonctionnent bien, en tout cas c'est ce qu'affirment les responsables de RDF, satisfaits de cette expérimentation du compteur électrique dit intelligent en Indre-et-Loire. Cette phase se terminera fin mars. De son côté, le syndicat d'énergie d'Indre-et-Loire restera attentif à la généralisation du dispositif. Les explications de Julien Gauthier. Il reste officiellement 2 mois d'expérimentation, mais déjà, ERDF se félicite de son petit compteur vert intelligent, alias Linky. Selon la direction territoriale, 92% des 79 000 compteurs installés en Touraine communiquent. Si elle admet un taux de réclamation clientèle de 1% suite à des problèmes principalement liés à l'installation par les techniciens, son bilan reste des plus optimistes avec démonstration à la clé. Aucun fonctionnement anormal et respect des coûts prévisionnels. Ce qui est important, c'est qu'avec les 79 000 compteurs que nous avons posés en Indre-et-Loire, aujourd'hui nous connaissons le prix d'un compteur et nous savons combien de temps il faut pour le poser. Et les temps de pose, justement, sont plutôt légèrement inférieurs à ce que nous avions estimé, ce qui sécurise le coût de l'ensemble du projet. Comprenez entre les lignes, nous sommes prêts à une généralisation du compteur dans tous les foyers. Officiellement, bien sûr, le directeur territorial ne souhaite pas préjuger d'une décision qui appartiendra au pouvoir public. Aujourd'hui, on dit qu'à l'étape actuelle où on en est, ça se passe plutôt pas trop mal maintenant et que voilà, faut finir l'expérimentation. Moi, ça me va comme discours. Ce que je voudrais pas, c'est qu'arrive au 31 mars, on dise le 10 avril qu'on a tiré tous les enseignements et qu'on est prêt à généraliser. Les enjeux, ils sont là. C'est-à-dire qu'il faudra prendre le temps à la fois de répondre aux attentes et aux solutions et apporter les solutions correctives de façon à ce que, en vue de la généralisation, la maquette soit améliorée. Oui, mais voilà, sur une échelle de 35 millions de compteurs, le marché est juteux. Avec au moins 4 milliards d'euros sur la table, certains sont prêts à accélérer la donne. Une facture dont il reste également à établir le financement, qui d'une manière ou d'une autre devrait être répercutée sur les utilisateurs. En économie, c'est reparti pour Mecachrome. Après de graves difficultés financières et d'encadrement, la société franco-canadienne installée à Amboise retrouve des couleurs. Objectif, oublier les difficultés liées à la crise économique et stabiliser l'effectif. Anaïs Michaud et Julie Sicot. Assemblage et usinage de pièces pour l'aéronautique, voici l'activité principale de Mecachrome sur le site d'Amboise. La société franco-canadienne, qui affichait une dette record de 200 millions d'euros en 2008, avait annoncé un plan social concernant jusqu'à 110 postes. 3 ans plus tard, la situation semble s'être apaisée. Ce qui va changer sur ce site, en termes d'effectifs, l'effectif restera relativement stable, une légère évolution. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous devons faire face à une concurrence mondiale pour pouvoir conserver nos produits, nos work packages, ce qui nous a conduit à mettre en place une petite unité au Maroc sur les travaux mains. Nous allons développer cette société de façon à pouvoir libérer de la charge sur Amboise et d'introduire de nouveaux produits sur de nouveaux programmes avec de nouveaux clients. Le plan de sauvegarde a donc été plutôt une réussite, aidé en grande partie par une conjoncture favorable à l'aéronautique, notamment grâce aux commandes importantes d'A380. De nouvelles activités ont ainsi été implantées sur le site d'Amboise, demandant à l'entreprise de faire appel à de nouvelles compétences. Les gros projets, c'est donc des pièces structurelles pour l'A380. Donc c'est des pièces de voilure, donc c'est les plus grandes pièces que l'on réalise ici, donc qui sont après envoyées soit en Angleterre, soit en Suède, pour l'assemblage complète, l'assemblage des ailes complètes. Et on a également sur l'activité d'assemblage des éléments de casse de train, que ce soit sur le programme 380, A400M, A330 Freighter et A320, qui sont des éléments structurels de grande dimension qui vont accueillir le train d'atterrissage. Et pour faire face à l'accroissement d'activité, les employés sont appelés à effectuer des heures supplémentaires. L'usine a également recours à une dizaine d'intérimaires.
C'est une renaissance également pour le centre de formation des pompiers du Loir-et-Cher. Fermé depuis août 2010, le centre reprendra du service à compter du 1er mars. Cette structure, qui a eu de graves problèmes financiers, permettra à nouveau de former 2 à 3 000 pompiers par an. Anaïs Laurent. Les couloirs déserts, les chaises vides, les casiers inoccupés et le matériel laissé au placard sont prêts à reprendre du service. Un nouveau départ pour ce centre qui n'a plus formé d'hommes casqués depuis près de 6 mois. Il a fait faillite, enfin, c'est sûr. Le centre du Calvados, qui était le même, a fait faillite également. Mais parce que les dirigeants étaient malfaisants. Donc il n'y a pas eu que de l'incapacité de gérer, mais il y a eu aussi certainement des malversations. Des dirigeants qui ont été jusqu'à vendre du matériel qui ne leur appartenait pas, notamment des camions. Le service départemental d'incendie et de secours a donc décidé de saisir le parquet de Blois, une situation que les pompiers du département ont eu du mal à accepter. Nous étions effectivement assez surpris de la tournure que ça prenait. Il a fallu s'y résigner. Et tous les départements s'y sont résignés. Notre objectif, et nos élus et nos administrateurs se sont affichés très vite dans cette direction, était de protéger au maximum le service public, de protéger au maximum la formation des sapeurs-pompiers. Et le service départemental a travaillé très vite à la reprise de l'ensemble. Le SDIS du Loir-et-Cher a donc décidé de racheter le centre et d'assurer la formation en régie. Autrement dit, d'entraîner et de transmettre son savoir elle-même aux sapeurs-pompiers. Et fondamentalement, tout va changer puisque ce n'est plus une société privée qui va assurer la prestation, c'est le service public lui-même qui va l'assurer lui-même. Et là, nous avons une nouvelle chefferie, nous avons de nouveaux objectifs à atteindre, une nouvelle pédagogie puisque nous serons maîtres nous-mêmes de nos moyens et de notre pédagogie et on essaiera de faire bien les choses. Ce rachat devrait permettre d'économiser presque 8 millions d'euros. Une satisfaction pour les sapeurs-pompiers pour qui la fermeture de ce centre innovant était un véritable gâchis. Un mot de football à présent. L'ancien défenseur du Tour FC, Laurent Koscielny, est appelé pour la première fois en équipe de France par Laurent Blanc, le sélectionneur pour le France-Brésil, le 9 février prochain. Il évolue actuellement à Arsenal en Angleterre. Et puis en volley ce soir, le TVB rencontre Moscou pour le premier tour des playoffs de la Ligue des matchs allés. Ce soir, 20h, salle Grenon. C'est la reprise du championnat de première division pour les handballeurs du Saint-Cyr-Touraine. Alors que la France est pour la 4e fois sacrée championne du monde, c'est le retour à la compétition pour les clubs nationaux. Et demain soir, justement, le club de Saint-Cyr reçoit Ivry, Sébastien Branger. Match important demain à Guidru contre Évry pour les joueurs de Saint-Cyr-Touraine. Après une défaite humiliante en 16e de finale de Coupe de France face à Bordeaux, club de National 1, le SCT n'a pas le droit de décevoir son public. Trop sûrs de leur supériorité, ils ont laissé filer la coupe. Un problème d'ego que Francis Berthier s'est promis de dégonfler. On verra demain. C'est vrai qu'on s'est fait éliminer bêtement en Coupe de France parce qu'on n'a pas su respecter l'adversaire, dans le sens que on a le droit de battre un adversaire en l'ayant respecté. C'est ce qu'on aurait dû faire. On a touché le fond parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un match aussi mauvais de la part de mes joueurs. Maintenant, on n'a pas le choix. On joue demain contre Évry. C'est ça qui m'apporte le plus. La leçon a-t-elle été bien apprise? Les joueurs, en tout cas, semblent avoir révisé leur classique et pris la mesure du match qui les attend. On se sent plutôt impatient et un peu anxieux sûrement. Parce que c'est un match vraiment charnière pour nous, parce qu'on sait que le prochain match contre Montpellier, ça sera forcément plus difficile. Donc c'est un match vraiment important et il faut à tout prix qu'on prenne des points. Donc que ça soit ou match nul ou victoire, je préfère la victoire. Une victoire obligatoire, car dans les têtes, il y a toujours la défaite en Coupe de France. Pour l'instant, on pense à Ivry. Après, contre Montpellier, on va tout essayer. Ça va être sûrement un match de gala contre les 4 étoiles. Donc c'est vrai que ça va être dur. On va essayer de tout donner pour ne pas être ridicule comme on a été à Bordeaux. Le prochain rendez-vous pour les Saint-Cyriens tombera le dimanche 13 février. Ce sera au Mans et contre Montpellier, 2e du championnat. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, l'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Monique Chauvet, vice-présidente du Conseil général 37. À tout de suite.